Amis de la lecture, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un update FM. Euh, alors, je voudrais au préalable juste vous inviter à aller aussi jeter un œil du côté de l'onglet communauté, parce que j'ai commencé déjà, mais je vais utiliser le plus régulièrement possible cet onglet pour mettre des liens avec des vidéos, alors soit des interviews d'auteurs, soit bon, des films en rapport avec les livres que je présente, etc. Donc je vous invite vivement à aller jeter un œil du côté de l'onglet communauté. Je préciserai donc à chaque fois quel lien je mets et sur l'onglet communauté. Cela étant dit, donc, eh bien, aujourd'hui, j'ai prévu de vous présenter quelques romans et aussi un manga de Junji Ito qui vient de sortir, là, qui est sorti il y a quelques jours, qui s'appelle Fragment d'horreur et dont je vais reparler après. Mais pour l'heure, pour tout de suite, eh bien, générique. Abîme, chrysanthème, chrysanthème. On dirait un nom de fleur, une fleur qui évoque la mort. Alors, chrysanthème, évidemment, c'est un pseudonyme, et je vais vous lire, avant de vous présenter le livre lui-même, cette quatrième de couverture. Donc, Marc Falvaux présente, qui est l'éditeur. Marc Falvaux, les éditions, ce sont les éditions Faute de Frappe. C'est un éditeur qui est situé à Lille. Donc Marc Falvaux présente Chrysanthème. Je vous lis, c'est très bref, très court, la quatrième de couverture. Une mauvaise rencontre et ta nuit plonge. Tu es un morceau de viande, même plus de premier choix, mais la meute à l'écrou. Alors, petite présentation biographique de Chrysanthème. Donc il est né en 1984 selon les manifestants, bien plus tôt selon la police. Chrysanthème se réjouit que l'écriture ait un jour croisé son chemin. Ça lui évite de chercher un vrai travail. Je crois que l'écriture, c'est quand même un vrai travail. Mais bon, c'est un point de vue personnel. Donc tous les 3 mois, son éditeur reçoit un nouveau bain de sang. Bain de sang. Donc ces petits romans sont des bains de sang. Et vous, le livre tel quel. Alors, Faute de Frappe est un éditeur assez jeune. Je ne sais pas s'ils ont 2 ans, 2 ou 3 ans, je ne sais pas. C'est un éditeur donc qui est à Lille et qui a donc de Chrysanthème. À ce jour, je me suis procuré ce qu'il avait écrit. Donc tous les 3 mois. Donc les Cavaliers de l'Orage, j'ai trouvé que cela pour l'instant. Les Cavaliers de l'Orage que je chroniquerai et Terreur Terminus, donc même collection, même auteur, et que je chroniquerai aussi, même éditeur. Alors je pense qu'il y en a un 4e à paraître bientôt, voire qui est déjà paru. Alors je ne sais plus, je crois que ça s'appelle Zombraderie, un truc comme ça. Déjà paru, donc Abîme, apparaître Zombraderie, Terreur Terminus est déjà été paru. Et donc moi je vais suivre les productions les bains de sang de Chrysanthème, puisque eh bien, il y en aura régulièrement et ça se lit vraiment très très facilement, très vite.
Alors ce sont de très courts romans, donc pour Abîme, il n'y a que 170 pages, je crois. 172 pages, et je vous montre, hein, c'est très aéré. En plus, c'est d'une lecture très facile parce que c'est écrit, donc toutes les phrases sont très courtes, c'est lié aussi au récit lui-même. Les phrases sont courtes, voire nominales, et elles sont écrites pour la quasi-totalité, je crois, au présent. Donc il n'y a aucune difficulté, les phrases sont simples, c'est tout au présent, il n'y a aucune difficulté pour aborder ces textes. Mais un seul, vous allez le lire en une après-midi, quoi, en quelques heures. Donc c'est peut-être intéressant d'en lire plusieurs pour se faire une idée. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Alors, Abîme, je ne peux pas vous dire grand-chose parce que comme il est court et comme on rentre directement dans l'action, j'ai peur de trop divulguer de choses si je m'étends trop. Alors je vais juste vous présenter. D'abord, on suit un personnage principal. Alors son nom, je l'ai noté, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années. Elle s'appelle Axel, Axel Mann. Mann, c'est M-A-2-N. Hein. Donc c'est Mann, l'allemand, en allemand, l'homme en allemand. Alors, qu'arrive-t-il à cette jeune femme? Donc on rentre tout de suite dans le récit avec elle, et on est tout de suite plongé dans l'action puisqu'on est avec elle dans le métro, et qu'elle se fait embêter par des jeunes gens un peu inquiétants et un peu dangereux. Enfin bref, elle essaye de leur échapper. Bon, je ne vais pas trop en dire en plus, donc on va la suivre. Je crois que l'action en plus se déroule sur quelques jours seulement. Donc on va la suivre, on va suivre son périple, ses mésaventures et ses mauvaises rencontres. Donc pendant toute la première partie, le roman est scindé en une deuxième partie qui amène une rupture profonde avec la première, puisque le personnage, qui reste le même, va complètement changer. Autant dans la première partie, donc elle peut paraître victime, autant dans la deuxième partie, elle sera plus prédatrice. Je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir. Alors, donc on la suit pendant ces quelques jours. Et on la prend dans une situation banale puisqu'elle est dans le métro, et on va la suivre jusqu'à je dirais presque au sprint final. Pourquoi? Parce que, eh bien, en fait, on peut dire presque que ce roman, c'est comme une sorte de course. Ça va très vite. Ça va très vite, c'est une course, et qu'on est dans le sprint final puisqu'on est dans les derniers jours de cette course. Quelque chose d'intéressant, de remarquable, et qui est un choix, je crois, judicieux de l'auteur, Chrysanthème, que j'ai bien l'intention de suivre, parce que il a un style à la fois percutant et simple d'accès, et on sent qu'il y a tout un travail et aussi une critique du monde dans lequel on vit. Bon, je n'en dirai pas plus. L'auteur fait un choix intéressant, je vous le disais, parce qu'il a décidé de raconter son histoire à la deuxième personne du singulier. Alors, le choix de la deuxième personne du singulier offre deux avantages pour l'auteur, ou pour le narrateur aussi. Le premier, c'est qu'en disant tu, je pointe quelqu'un qui est
à l'extérieur en fait. C'est voilà, il est là-bas. Tu, c'est toi. Tu es là. Ce n'est pas moi, c'est toi. Donc il s'en distingue nettement. Il n'est pas du tout en empathie avec son personnage. Il le pointe du doigt. Tu. Le deuxième avantage, donc voilà, lui ne s'implique pas. Le deuxième avantage, c'est qu'en même temps, en choisissant le tu, il adresse directement, il s'adresse directement au lecteur, et bien plus que simplement s'adresser à lui, en fait, en quelque sorte, il l'oblige à s'identifier au personnage. Puisqu'en disant tu du personnage, il dit aussi tu au lecteur, et c'est le même tu. Donc le personnage et le lecteur, eh bien, sont censés ne faire qu'un. Donc c'est tout à l'avantage du narrateur, encore une fois. Alors, ça va très vite, je vous le disais, les phrases sont courtes, il y a même beaucoup de phrases nominales, et on n'a pas le temps de respirer, comme dans un sprint, quoi. Il faut aller au bout. Donc c'est ce qu'on va avoir dans cette histoire. Un sprint final jusqu'au bout, jusqu'à la fin de course. Je ne préfère pas vous en dire plus parce que bien ce type de roman, si on dit quelque chose, on en dit trop. Donc je vous invite, moi ça m'a beaucoup plu. Ça change en fait. C'est pas, ça va, c'est rentre dedans, on peut le dire. Après, donc il y a, bon peut-être que je vais quand même en dire deux mots. Il y a un avertissement là en bas en rouge pour un public averti. Pour un public averti, ce n'est pas la violence, même s'il y en a, hein, même si c'est assez violent parfois, mais je pense que c'est plus lié à un certain nombre de scènes à caractère sexuel, voire pornographique. Et donc l'avertissement, à mon avis, il porte plus sur le côté entre guillemets pornographique de certaines scènes que sur un contenu qui serait malsain ou violent. Là, on a connu bien pire. Bon, voilà. Je chroniquerai les autres, j'en parlerai aussi, et peut-être serai-je aussi amené à parler un peu plus de cet éditeur, Faute de frappe. La lune affamée, un roman de Ramsey Campbell qui est paru en 1986 et en Angleterre et qui a été traduit, donc qui est paru en France en 1988, donc plutôt ancien. Alors Ramsey Campbell est certainement le premier auteur d'épouvante que j'ai découvert il y a bien longtemps, et à travers un roman que je n'ai pas encore présenté ici, mais j'ai l'intention de le faire. C'est un roman qui s'intitule Le Parasite. Mais on retrouve dans La Lune affamée des éléments qui vont être encore plus développés dans Le Parasite. Mais j'en parlerai un autre jour. Pour le moment, donc La Lune affamée. Alors, Ramsey Campbell fait partie de ces auteurs classiques, hein, au même titre en épouvante, au même titre par exemple qu'un Graham Masterton, beaucoup plus connu, ou même qu'un James Herbert. Donc ce sont trois auteurs de la même génération et trois auteurs qui définissent un peu le genre épouvante à l'anglaise, le genre épouvante classique, hein, classique mais au sens moderne. Alors ce roman, La Lune affamée, donc qui est une traduction littérale du titre, je crois que c'est Angry Moon, je crois le titre original. Oui, The Angry Moon, donc La Lune affamée. Alors on a l'habitude de considérer que Ramsey Campbell est un auteur dans la ligne Lovecraftienne. Et effectivement, ce roman-là, La Lune affamée, est considéré comme un roman Lovecraftien. Cependant, je vais apporter quelques nuances
parce qu'il ne faut pas aller chercher dans ce roman, par exemple, une histoire qui impliquerait des grands anciens, même si il est question d'une entité qui vient du cosmos. Donc, de quoi parle ce roman? Alors, il présente, à mon avis, une difficulté quand même pour entrer dedans. En effet, Ramsey Campbell en fait a choisi, donc l'action se déroule dans un village qui est pas très loin de Manchester, et Ramsey Campbell, donc ce village s'appelle Moonwell, qu'on peut traduire par le gouffre de la lune, quelque chose comme ça. Oui, donc Moonwell, un village qui se trouve près en fait d'un gouffre, effectivement, d'un gouffre très profond, enfin un gouffre dont on ne peut pas mesurer la profondeur en fait. Et peut-être que ça vous fait déjà penser à un autre roman dont je vais parler après, mais qui n'est pas de Lovecraft, même s'il a servi de source d'inspiration à Lovecraft, et j'y reviendrai. Mais d'abord, je reviens sur la construction elle-même du roman. Alors, dans une première étape, ça peut être un peu déstabilisant. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal quand on rentre dans une histoire à travers la présentation de nombreux personnages, qu'on change de personnage à chaque chapitre, et qu'il faut donc un certain nombre de chapitres avant qu'on arrive un peu à cerner qui fait quoi et quels sont en fait les rôles des personnages dans l'histoire. Donc il y a dans ce roman cette difficulté, c'est-à-dire que Ramsey Campbell a choisi de nous, donc l'action se déroule essentiellement complètement même, dans ce village de Moonwell, et Ramsey Campbell a choisi donc de raconter en fait son histoire et de nous faire entrer dans ce village à travers le regard d'une multiplicité d'habitants du village qui auront tous un rôle eh bien, différent en fait, dans le récit. Et ça veut dire que en fait, on rentre dans l'action et à chaque chapitre, on a un autre personnage ou une autre famille qui reprend l'histoire, et au bout d'un certain temps on se dit on a du mal en fait à identifier les personnages. Alors moi la solution que j'ai l'habitude de faire, c'est de ne pas m'arrêter à ça. Je lis, je sais que dans les premiers chapitres je vais être un peu perdu, mais je sais aussi que plus l'histoire va avancer, moins je vais être perdu, et plus je vais reconnaître les personnages qui vont revenir, puisqu'ils sont récurrents, et ils ont un rôle plus ou moins important dans l'histoire. Alors ici, le principe alors, on pourrait presque dire que au départ, l'opposition, c'est une opposition de nature religieuse. D'un côté, on va avoir un culte païen ancien qui va être opposé en fait à l'arrivée. Alors c'est pas un prêtre, je crois que c'est un évangéliste, je ne suis pas sûr en fait si c'est un évangéliste, enfin bref, il y a donc un religieux assez fanatique qui arrive avec une troupe euh, de, de fervents adorateurs et qui le suivent et qui viennent en fait dans le village de Monwell pour exorciser en fait justement ce gouffre, ce trou auquel les gens du village, traditionnellement et depuis très très longtemps, depuis l'époque romaine, en fait, ont l'habitude chaque année de décorer ce puits. Enfin, c'est un rite religieux païen parce que dans ce puits, eh bien, il y a une créature ou des créatures qui relèvent un peu de... Ce sont des divinités peut-être, on ne sait pas trop. Au début, on ne sait pas trop.
Et donc on va avoir cette opposition, cette lutte entre donc la congrégation religieuse représentée par un personnage qui s'appelle Goodwin Man, et qui est en fait le leader, on pourrait presque dire le gourou, et qui arrive pour, pour exorciser ce puits et pour comment dire, mettre fin à ce rite, ce rituel. Donc ça commence comme ça et on a tout un certain nombre de villageois qui avant avaient l'habitude de se livrer à ce rituel sans se poser de questions, et avec l'arrivée donc de Goodwin Man, eh bien il va en convaincre une grande partie, en fait quasiment tout le village, d'exorciser, de le suivre, et il va réussir même à les fanatiser, enfin à en fanatiser une partie pour sa cause. Donc ça c'est l'élément de départ, et au début donc on a on a surtout cette espèce de tension religieuse entre le paganisme, les rites anciens, et une religion monothéiste. Voilà. Alors ce qui est intéressant, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement chez Ramsey Campbell, c'est que lui va raconter comment des gens finalement assez tolérants, assez simples, assez avenants, vont peu à peu devenir des fanatiques religieux. Et il nous décrit tout ce mécanisme. Alors c'est également un mécanisme qu'on va retrouver par exemple dans le Parasite, où il nous raconte l'histoire d'une possession de l'intérieur progressive. Donc là on a une transformation progressive de tous les villageois, sauf quelques-uns qui voient bien le danger représenté aussi par cette congrégation religieuse fanatique, et qui ne sont pas d'accord avec lui, mais comme la majorité des gens du village va suivre ce prédicateur, et ils vont avoir beaucoup de mal à se faire entendre. Donc ça c'est toute la première partie de l'histoire, ça raconte ça. Alors ensuite, je ne vais pas non plus trop en dévoiler, mais ensuite on va plutôt passer du côté du puits, si je puis dire, et s'intéresser en fait à cette entité qui habiterait ou qui serait réfugiée et qui voudrait en sortir dans ce gouffre. Et là c'est intéressant, on a un personnage en particulier, qui est institutrice, qui va être en fait, parce qu'elle n'est pas d'accord avec la directrice, le directeur, enfin, qui eux vont suivre le prédicateur, et elle, cette institutrice, va s'y opposer, donc va finir par être renvoyée et remplacée. Et donc ce personnage va avoir une sorte de vision, une vision cosmique, puisqu'en fait elle va, avec cette vision, voyager à la fois dans l'espace et dans le temps. Mais, alors bon, peut-être que c'est le moment pour vous dire, si vous reconnaissez le roman auquel il est fait allusion, et qui n'est pas un roman de H.P. Lovecraft, mais un roman de William Hope Hodgson, dont j'ai parlé. Alors d'ailleurs, je vous mettrai à la fin, en écran de fin, je vous mettrai un lien vers la vidéo que j'ai consacrée à ce roman, qui est le roman d'Hodgson, c'est La maison au bord du gouffre. Et
bon, on sait que ce roman a beaucoup influencé Lovecraft, mais La Lune affamée, à mon sens, doit être rapproché beaucoup plus du roman d'Hodgson que des écrits de Lovecraft. Je dirais même, j'irai un peu plus loin, que c'est une réécriture en fait de la maison au bord du gouffre. Sauf qu'ici, ce n'est pas une maison, c'est un village. Il y a bien un gouffre, il y a bien une entité, et il y a bien ce que j'avais appelé un trip cosmique, c'est-à-dire cette vision qui fait que l'un des personnages va tout à coup se mettre, voir en fait, faire un voyage dans le temps et dans l'espace jusqu'aux confins de la galaxie. Alors à la différence de Hodgson, c'est qu'ici, eh bien, ça a un sens par rapport à l'histoire de l'entité, puisqu'on découvre à travers cette vision d'où vient l'entité, quel est son objectif et comment elle va réussir à passer sur Terre. Et là, eh bien, la lune affamée prend tout son sens. En effet, parce que cette créature va pouvoir se cacher sur la lune et descendre sur Terre grâce à la lumière reflétée par la lune la nuit. Donc on a une histoire vraiment, donc la lune s'opposant bien sûr au soleil. Alors il y a tout un aspect de cette histoire qui justement se déroule dans une lumière lunaire, presque surnaturelle. Et donc la lutte entre à la fois la religion monothéiste et les rites, les pratiques, je dirais presque de sorcellerie, parce qu'on n'est pas très loin de la sorcellerie, donc en tout cas du rituel magique. Donc ces pratiques vont entrer en conflit et effectivement on va avoir un choc entre la religion officielle et ces rites païens. Je ne vais pas vous dire comment ça va se passer, à vous de le découvrir, mais quand même, donc évidemment, c'est ce prédicateur Godwin Mann qui va prendre en charge et qui va devenir le porte-flambeau de cette lutte contre cette entité, parce que tout le monde, et en particulier donc ce prédicateur, sait qu'au fond de ce gouffre, il y a une entité maléfique d'origine lunaire. Alors, encore une fois, hein, comme à chaque fois, je ne sais pas s'il faut que je développe, mais il y a un deuxième point quand même qui... Bon, alors c'est une lecture très intéressante si vous vous intéressez justement au mécanisme de transformation de gens, de kidam, quoi, hein, en fanatiques ou en personnes qui perdent complètement le sens des réalités en quelque sorte, hein, puisque c'est un peu ça là. Ils perdent, ils perdent le sens de leur réalité quotidienne pour adhérer totalement à un discours bien fanatique, là religieux, mais on pourrait dire en général fanatique. Oui, autre élément peut-être, et moi je n'ai pas compris, et puis je ne vais pas relire pour essayer de comprendre, c'est le tout dernier chapitre. En fait, outre, donc, il y a cette entrée en matière qui peut être problématique, parce qu'on a cette multiplicité de points de vue, de personnages, que l'histoire est racontée à travers tous ces personnages, mais il y a un tout dernier chapitre. Je ne comprends pas en fait pourquoi ce qu'il apporte en fait. Voilà. Donc mon conseil c'est que si vous voulez lire ce roman, à la limite vous pouvez vous passer du dernier chapitre, à moins que vous compreniez pourquoi il est là. Alors j'ai une petite idée, mais il aurait fallu pour ça que je relise au moins le premier chapitre et le dernier chapitre, ce que je n'ai pas fait. Donc je m'arrêterai là.
sur ce roman. Alors, ce n'est pas le meilleur roman de Ramsey Campbell, c'est quand même un roman que j'ai trouvé intéressant, que j'avais déjà lu il y a très très longtemps, mais quand je l'ai lu, je ne connaissais pas encore La maison au bord du gouffre, donc je n'avais pas vu cette dimension de réécriture, de réappropriation du roman d'Oxon pour en faire une autre histoire. Je vous invite à lire ce roman si vous voulez, mais comme je vous dis, peut-être vous pouvez vous passer du tout dernier chapitre parce que il va plutôt vous faire vous interroger qu'autre chose. Allez, à tout de suite. Il y a une petite semaine, le 5 juillet dernier, nous sommes le 11 juillet, donc oui, 6 jours, est sorti chez Mangetsu, donc ce nouveau manga, enfin nouveau, il a été publié déjà une première fois en 2014 au Japon, et il vient donc de sortir en France là, il y a donc quelques jours. Ce manga, il est composé de 8 courtes histoires, donc 8 nouvelles horrifiques, et il a une histoire à lui tout seul, particulière. Alors je vais peut-être commencer par ça, avant de vous parler de la jaquette, de la couverture, de la référence au tableau de Munch, Le Cri. D'abord, le manga lui-même. Junji Ito, nous apprenons, alors il est intéressant parce qu'il y a toute une partie à la fin de l'ouvrage où on raconte et on explique un peu, donc c'est Junji Ito lui-même qui explique un peu comment il en est venu à ça et ce qu'il a voulu donc mettre en scène. Alors d'abord, peut-être le plus important, c'est que ce manga, en fait horrifique, donc est le premier manga de Junji Ito qu'il va réécrire, redessiner après, je crois, 9 ans. 9 ans, c'est ce qui est dit, hein, 9 ans sans publier de manga horrifique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien faire, bien sûr, il va publier un certain nombre de choses, par exemple son histoire avec les chats, alors je ne sais plus, le journal des chats ça s'appelle, bon je crois que c'est maintenant disponible en français. Moi je ne l'ai qu'en japonais, je vais le récupérer. Voilà, c'est celui-là, donc où Junji Ito va donc adopter des chats et raconter comment il a, parce que c'est quelqu'un qui avait des difficultés avec les chats, avec les animaux domestiques en général, et donc comment il va pouvoir dépasser en fait ses craintes et finalement tomber amoureux de ces chats. Mais je pense qu'il existe maintenant en français ou au minimum en anglais. Moi j'ai eu la version japonaise, mais bon, donc avec le nom de ces deux chats, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc au cours de ces 9 années où il ne publie pas dans le genre horrifique, je crois qu'il va écrire 2 ou 3 autres mangas, enfin je ne sais pas en détail. Et en 2000, s'il veut bien, et en 2014, donc il va publier, enfin son éditeur va publier donc un recueil qui va indiquer que Junji Ito revient à l'horreur, ce qui est plutôt bienvenu. Vous en conviendrez, j'espère, puisque c'est quand même un grand de l'horreur en manga. Donc dans ce recueil, il y a 8 nouvelles et 4 d'entre elles ont été écrites et dessinées en 2014,
et 3 autres en 2013. Il y en a une, la 8e, donc, qui est en fait la dernière du recueil, qui s'intitule La Chuchoteuse, qui est plus ancienne puisqu'elle date de 2009. Et c'est la seule nouvelle horrifique qu'il va réaliser pendant cette période. Alors il explique les raisons qui ont fait que pendant ces 9 années, il n'a pas publié dans le genre horreur. Mais je vous invite à lire tout ce qu'il raconte là-dessus. Pour en revenir à ce manga, donc à ce manga de retour de Junji Ito à l'horreur, donc dans ce manga, il y a une thématique qui se dégage, hein, qui est une thématique qu'on retrouve souvent chez lui, qui est les relations hommes-femmes. Mais les relations, donc on a toujours des femmes qui sont extrêmement puissantes, fascinantes, et en revanche, face à elles, eh bien, les hommes sont plutôt souvent lâches, faibles, pleutres, donc on a toute cette relation homme-femme qui est l'enjeu des différents récits, et beaucoup de ces récits donc abordent cette question où on a une histoire dans laquelle un homme, souvent donc lâche, souvent faible, souvent hésitant, souvent indécis, donc, va se retrouver confronté à une femme qui au contraire, elle, n'hésitera pas d'une part à le fasciner, à le séduire, donc une femme qui exprime en fait ses désirs les plus profonds, alors que l'homme, au contraire, il n'ose rien du tout. Et ça lui joue évidemment des tours. Donc, bon, je n'en dirai pas plus, c'est du Junji Ito, c'est vraiment bien. Et c'est quelqu'un qui soigne beaucoup aussi ses dessins. Je vais d'ailleurs vous en montrer quelques-uns. Allons-y tout de suite. Après, je vous parlerai du cri. Mais d'abord, donc il y a, comme dans les autres, hein, une préface, une postface, et voilà, je vous montre un peu, mais c'est juste pour vous appâter une vision de Junji Ito. Donc on retrouve toujours, alors si vous la regardez un petit peu, vous voyez bien là la présence féminine qui est toujours vécue comme quelque chose d'extrêmement perturbant et inquiétant pour l'homme. Voilà un exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que je ne suis pas sûr de l'avoir bien orienté. Voilà, là c'est mieux peut-être. J'ai également, bon, je ne veux pas vous en montrer trop, mais c'est juste pour, alors c'est toujours très bien écrit, très bien dessiné, très bien, comment dire, très bien monté, si on veut dire. En tout cas, c'est découpé comme des films. Je vous montre une autre planche, juste par curiosité, parce que en fait, vous allez voir quand je vais vous parler de la couverture et des références au tableau, que tout cela a un rapport, puisque dans la couverture, donc qui reprend le cri, eh bien, il y a un certain nombre d'indices qui renvoient aux nouvelles. Une dernière peut-être, après j'arrêterai. Hein. Voilà, bon, ça tombe bien, c'est celle-là. Tomio, donc ce garçon-là, Tomio, et le sanglant. Elle est d'autant plus intéressante que là aussi, donc je sais qu'il existe un long métrage, un moyen métrage, je crois qu'il fait 50 minutes ou 56 minutes, je ne sais plus exactement. Je pense qu'il n'existe pas en français, mais en revanche, il existe une version japonaise sous-titrée en anglais que je vais mettre justement dans la section
dans l'onglet communauté. Comme ça, si vous souhaitez, si vous lisez un peu l'anglais, si vous souhaitez voir, alors c'est du live, hein, c'est pas de l'animé, hein, c'est un tournage réel. Donc si vous souhaitez voir l'adaptation, enfin si c'est pas l'adaptation parce que justement cette histoire-là est très particulière. Avant de devenir un manga, avant de devenir un récit dessiné, a été d'abord un scénario de film qui a été tourné. Et c'est le seul cas hein, dans toutes les nouvelles. Donc Tomio. Alors évidemment, Junji Ito explique que le choix du nom Tomio fait penser tout de suite à Tomie, qui a été son premier succès, son premier chef-d'œuvre reconnu comme tel. Donc le choix du nom Tomio s'est fait pour des raisons, je dirais, commerciales en fait, parce que eh bien, Tomio évoquant Tomie qui fut un succès, on se disait que eh bien, ça serait aussi un succès. Alors, bon, je ne vais pas vous détailler, donc chacune des nouvelles évidemment est horrifique, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous parler un peu, donc d'abord de la jaquette que j'enlève. Alors, voilà la jaquette. Bon, là aussi, je vous mettrai en commentaire, pas en commentaire, dans l'onglet communauté, un lien vers une explication du tableau de Munch. Alors, je précise, je le prononce Munch, c'est la prononciation scandinave, mais en France, on entend plus souvent Munch, qui est la prononciation française en fait de son nom. Édouard Munch, c'est en fait Édouard Munch. Bon, donc je reviens sur cette jaquette. Alors, on reconnaît tout de suite le célèbre tableau, la référence au célèbre tableau d'Édouard Munch, mais si on regarde en détail, donc bien, la rampe avec les yeux fait référence à l'une des nouvelles, de même que là, l'espèce d'oiseau qui est dans le ciel et qui n'est pas bien sûr dans le tableau, mais dans le tableau original, mais fait aussi référence à une nouvelle. Et ici, bien, c'est Tomio qui se, enfin c'est Tomio, je crois que c'est Tomio qui se tient la tête comme dans le tableau. On a le personnage en avant-plan qui se bouche les oreilles plutôt. Tandis que là, il se tient la tête, et si vous lisez ce recueil, donc vous allez comprendre pourquoi il se tient la tête. Mais comme je crois que j'avais déjà parlé de ça là, quand j'ai présenté Spirale, mais en fait la jaquette ne reprend pas l'ensemble du dessin. Si on veut voir l'ensemble, donc il faut aller regarder sur les couvertures, ce que je vais faire. Et la couverture, donc quand on a ici le dessin, je ne sais pas si vous le voyez bien, j'espère, oui je crois, quand on a le dessin, on voit que d'autres éléments apparaissent. Alors en particulier, donc ici on a un personnage dont je ne vous dirai rien, c'est une sorcière. Voilà, je vous dirai que ça. C'est une sorcière, mais on la retrouve dans l'une des nouvelles. Alors, dans le fond, là, vous avez 3 personnages. Sur le tableau original, il y en a 2 qui sont de dos. Et ces 3 personnages sont en fait 3 enfants démoniaques qui se rattachent directement à la nouvelle Tomio, là, qui se tient la tête. Donc ça, j'en ai parlé hein, de cette espèce d'oiseau, mais ce n'est pas tout, parce que là, on n'a pas encore, on n'a qu'un côté en fait. Si on veut avoir l'ensemble, l'autre côté, donc il faut aller voir à la toute fin, et à la toute fin, voilà, on a l'autre côté. On amorce à nouveau la rambarde là, et ce qu'il y a du côté mer,
eh bien, on voit aussi qu'il y a un certain nombre d'éléments. Alors là, je ne vais pas non plus, mais tous se renvoient, encore une fois, à certaines des nouvelles. Donc, l'appropriation, c'est vraiment une appropriation personnalisée du tableau de Munch. Et donc, moi, j'ai écrit, je crois, sur mon compte Instagram, puisque, bon, il est connu, hein, ce tableau, il est même hyper connu. Donc, c'est l'un des premiers tableaux qui annonce l'expressionnisme, le mouvement expressionniste qui a connu donc ses heures de gloire au tout début du XXe siècle en Allemagne, jusqu'à la fin de la République de Weimar. Donc, j'en ai déduit que, en fait, en faisant ce choix, Junji Ito en fait voulait aussi nous dire voilà, qu'il avait une approche expressionniste de l'horreur. Et autant dans le tableau original, donc quand on a ce personnage qui est comme ça là, donc on a avec la bouche ouverte et on a l'impression que, alors on a l'impression, mais ce n'est pas lui qui crie, on a plutôt l'impression qu'il se bouche les oreilles pour échapper à un cri qui serait le cri du monde, et parce que ce cri l'angoisse et voire le désespère, puisqu'il est connu hein, que en fait le cri c'est souvent ce tableau est souvent le symbole du désespoir, de la dépression. Et si on creuse un peu la biographie d'Edvard Munch, eh bien on va vite se rendre compte que c'était quelqu'un qui avait une vie assez désespérante, assez sombre, et qui lui arrivait plein de malheurs. Bon, mais ça, si vous voulez creuser de ce côté-là, je vous invite à aller un peu approfondir la vie de Munch. Bon, voilà, donc alors encore une fois, hein, bon, je n'ai pas, surtout que là c'est quand même des nouvelles courtes, donc il ne faut pas que je vous en dise trop. Je ne sais pas si je vais vous ajouter quelque chose. Je jette un œil pour voir s'il y aurait d'autres choses. Non, je vais m'arrêter en fait. Et bon, moi qui collectionne depuis maintenant ça va faire 1 an, qui me suis mis à collectionner donc les Junji Ito qui paraissent en français, et donc là je crois que le prochain justement qui est prévu à apparaître, c'est, alors je ne sais pas encore la date, mais c'est l'école décomposée, et en fait c'est le manga qu'il a écrit et dessiné juste après Fragments d'horreur, et j'ai hâte de le découvrir aussi. Donc je vous invite à jeter un œil, à regarder en détail, à regarder même à la loupe si vous voulez, le travail que fait Junji Ito, qui est toujours un travail remarquable. Et surtout on découvre en même temps que les mangas qu'il dessine sont extrêmement fouillés. Il y a extrêmement de profondeur en fait, si on veut creuser un peu. Donc je parlais d'horreur expressionniste, ça signifie que bien l'horreur ne se limite pas, on ne se contente pas de décrire des faits horrifiques ou horribles, mais il y a là peut-être qu'il y a une filiation avec quelqu'un comme Lovecraft. Il y a une nature horrifique du monde. Le monde est quelque chose qui véhicule l'horreur. Et il y a quelque chose d'horrible. Bon, on en a parlé déjà, mais j'ai commencé à vous en parler, mais la nature du monde est une nature qui n'est pas que dans la rationalité, loin de là, qui est aussi dans des manifestations qui nous dépassent complètement et qui nous horrifient. Et tout le travail expressionniste va consister à
aller jusqu'à ce niveau et en extraire en fait bien l'horreur profonde. C'est ce que fait Junji Ito, et c'est pourquoi il fait partie des grands auteurs, parce qu'il ne se contente pas de faire de survoler, de faire du commerce, du buzz, de faire des trucs qui marchent à la mode, mais il creuse vraiment, il interroge vraiment les sources de l'horreur, en même temps que ces histoires. Et dans ces histoires, chacune de ces histoires est une question posée à ce qui fait que ce monde peut contenir et contient donc des choses horribles. Et ici, alors je ne sais pas si on peut dire que c'est horrible, mais ce qui déclenche en fait, ce qui est toujours au départ des histoires horribles, c'est que, c'est ce dont je parlais tout au début, c'est que il y a entre l'homme et la femme, eh bien, comment dire, une sorte d'incompréhension radicale. Et je sais, bon alors pour revenir un peu à cette période où Junji Ito n'a pas écrit d'horreur, là pendant ces 9 années, eh bien c'est précisément, donc on parlait des chats tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça, loin de là, c'est durant cette période qu'il va justement se marier et découvrir la vie donc conjugale, la vie en couple. Et ce qui va profondément aussi influencer sa manière de voir l'horreur. Je m'arrête là. J'espère que ça vous met l'eau à la bouche. J'insiste, hein, je pense que Junji Ito, il faut non seulement le suivre parce qu'il produit beaucoup de mangas, mais aussi parce qu'il y a tout un travail réflexif et profond sur l'horreur. Ce à quoi moi aussi, pardon, j'espère que vous n'avez pas entendu le micro, j'ai frappé dessus, et ce à quoi donc moi aussi je m'attache, c'est-à-dire pas simplement le récit qui peut nous perturber, qui peut nous interroger, mais vraiment aller à la source de l'horreur et découvrir qu'en fait, eh bien, dans le monde n'est pas un paradis. Le monde, c'est une source horrible. Mais je reviendrai là-dessus, en tout cas qui inspire beaucoup Junji Ito. Allez, on s'arrête là, et je vous dis à bientôt. Voilà ma collection actuellement, hein, donc des Junji Ito qui ont été publiés en français chez Mangetsu essentiellement. Je le range.